Godzilla et King Kong contre la Justice League, Swamp Thing en maraude et la fille du premier Flash, bienvenue dans DC Vu d'ailleurs, épisode 7. Et oui, 7 épisodes déjà, et on ne change pas une équipe qui gagne, en tout cas peut-être qui gagne à être connue. Et donc dans cette équipe, on retrouve Nico. Bonjour Nico. Salut. Midnighter, bonjour Midnighter. Salut chef. Ah bah, écoute, très bien chef. Et salut Sofiane, ça va? Salut, très bien, et vous? Le chef, ça fait vendeur de kebab. Salut chef. Ouais, Salut tomate oignon. Oh, ouais, ce sera moi le kebabier de l'équipe. Donc... Ouais, non, je vais être le maître kebabiste. je serai le maître kebabiste. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très bien. Nickel. Eh bien, on va commencer par un petit disclaimer, puisque cette semaine, beaucoup de titres obligent, il y en a que nous n'avons pas lus. Non, nous n'avons pas lu Batman White Knight Present Generation Joker numéro 6, parce que j'avais pas envie. Au cas où, on a déjà parlé du numéro 5, ce sera plus ou moins la même chose. On n'a pas parlé du numéro 4 de Cyborg, parce qu'on a déjà parlé du numéro 3, et puis il fallait bien choisir un moment. C'est moche. Oui, Pardon, aussi. j'ai pensé au doigt. Très bien. On n'a pas lu, malheureusement, le numéro 4 d'Harley Quinn Black plus White plus Raider. Parce que c'est Harley Quinn. Non, j'étais en train d'essayer de trouver un jeu de mots avec Raider, mais j'avais rien de propre qui me venait à l'esprit. Nous n'avons pas lu le numéro 5 de The Sandman Universe, Nightmare Country, The Glass House. J'aime bien dire comme ça parce que ça montre bien à quel point c'est long, bordel. Et un nom de webtoon. C'est ça. Et nous n'avons pas lu le numéro 160 de Fable parce que, en fait, vous allez voir, on a quand même beaucoup de titres déjà à parler et voilà. Il faut bien faire des choix dans la vie. On va commencer donc par un titre dont on avait envie de lire, je pense un peu tous, et moi notamment, c'est pour ça d'ailleurs que je m'arroge le résumé. Le numéro 107 de Nightwing. Alors, en gros, c'est le début de Nightwing chez les pirates. Déjà, rien que ça, moi, c'est un truc, ça peut me vendre un peu du rêve. En gros, on est dans la continuité en fait de plein de petites choses qui ont été mises dans les numéros précédents. Donc on avait cette espèce de coffre-fort de toute la ville qui était là. Et on savait que Dick Grayson avait un coffre à son nom, mais qu'il savait pas ce qu'il y avait dedans. Parce que ça datait d'une de ces époques où il avait des amnésies. Déjà, c'est pas normal qu'on puisse parler de ça au pluriel. Mais bon. C'est la continuité, ça. J'aimerais bien pouvoir oublier, moi aussi. C'est bon, c'est pour... Bon, on parle de Rick, et pour une fois pour une fois que Tom Taylor essaie d'en faire un petit truc. Oui, et surtout, je trouve, réussit à en faire quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il ramène en fait des personnages de cette époque, comme notamment donc Béatrice Bennett, donc, qui est donc son ex, de quand il était amnésique, et je trouve arrive à en faire un personnage encore plus intéressant que quand elle était dans la série avant. Lui donne un rôle justement de nouvelle gardienne donc de ce coffre, et il y a toute une thématique pirate. Et là, il va falloir aller taper en gros le frère de Béatrice Bennett, qui est donc la nouvelle capitaine de tout cet équipage qui s'occupe plus ou moins de l'héritage de la ville de Blüdhaven. On apprend même à peu près pourquoi ça s'appelle comme ça, la ville. Non, c'est vraiment assez intéressant. On va le couper en fait de tout ce qu'on le voit avoir habituellement dans le titre depuis que Tom Taylor est là, c'est-à-dire le soutien d'Oracle constant. Et c'est assez intéressant. Et puis bon, on voit Nightwing torse nu, donc toujours intéressant. Comme le dit la couverture, voilà, tu viens pour la beauté immaculée de la mer, mais tu restes pour le pirate booty de Nightwing, qui est un petit double sens. C'est ça.
Voilà, c'est le trésor, mais c'est aussi ses fesses. Ils sont aussi un trésor national. Il faut pas oublier que chacune d'entre elles ont un nom. Exactement, bah tiens, Midnighter, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai trouvé ce numéro assez sympathique, même si c'est un numéro assez calme. Où concrètement il se passe pas grand chose, mais j'ai un peu le sentiment que dans le run de Tom Taylor sur un seul numéro il se passe jamais grand chose. Sans que ça soit un problème pour moi, parce que ça se lit du coup très bien en relié et c'est vraiment une atmosphère très feel good. Et je me plains jamais de lire ça. Au niveau des dessins, j'ai beaucoup aimé Stephen Barnes. Oh oui. Stephen Barnes, j'arrive jamais à dire son nom. J'arrive jamais à dire son nom correctement. J'aime beaucoup son approche un peu cartoon. Ça change un peu de Redondo sans trop changer de Redondo. Et c'est un artiste que j'estime qu'on ne voit pas assez chez DC Comics. Et voilà, c'est principalement ça, un numéro cool, sympathique, quelques touches d'humour, notamment quand Nightwing sort dans sa tenue pirate et que même Béa le regarde en mode mais qu'est-ce que tu fous avec ces fringues? Non, Là, je t'ai dit d'aller dans la penderie, pas dans le coffre. Mais t'as pas pensé à ouvrir la penderie? Ah, il y en avait une. Il y avait des stickers sardines. Qu'est-ce que tu fous avec cette tenue? Non, du coup, c'est vraiment fun et ça va être intéressant de voir un numéro où Nightwing aura pas Oracle dans l'oreillette toutes les 5 secondes. Voilà. Donc un numéro, une fois de plus, de transition, mais dans un petit arc sympathique. C'est ça, mais de transition qui sort pas de nulle part. Vraiment, là, j'ai bien aimé tout. Ça a été bien préparé. On voit que Tom Taylor, en tout cas, fait des petits arcs, mais à chaque fois, il sait où il va. Il laisse toujours dans les arcs précédents des petits indices sur les directions futures. Enfin, c'est bien amené. C'est bien écrit. C'est relaxant. C'est cool. Enfin, je trouve ça vraiment cool de lire une série dont les enjeux sont pas à chaque fois la survie du multivers, mais juste un truc que tu lis tranquillement, quoi. Qui se regarde limite presque comme une série télé, en fait. C'est ça. Alors par contre, j'ai pas trop aimé la backstory. Non. De Michael Conrad, elle est pas très intéressante. Elle est pas très intéressante. Non, la backstory, c'est juste Dick et Jason qui s'amusent ensemble et c'est tout, quoi. Ouais, et puis c'est Dick qui fait « Oh mon Dieu, mais c'est horrible ce que tu fais. » Enfin, non, j'ai pas envie. Ouais, disons qu'il y avait eu un annuel Jason, un annuel de Nightwing avec Jason dedans et l'écriture était beaucoup mieux. Ouais. Puis même là, en même temps, c'est Michael W. Conrad sur la backstory, donc bon. C'est ça. Vrai qu'il est je suis pas surpris que le niveau soit pas très haut. Mais même là, ce qu'on a pu lire sur le truc d'Halloween, c'était déjà vachement mieux que ça, quoi. Donc, voilà. Nico, qu'est-ce que tu en as pensé? Je t'avoue, là, tu viens de me rappeler qu'il y avait un backup. Ah oui, non, mais... complètement oublié tellement qu'il était bon. Si tu arrives à l'oublier, c'est tant mieux, je pense. Ouais, parce que c'était vraiment d'un très bas niveau. Sinon, pour l'épisode de Tom Taylor, je l'ai trouvé vraiment cool. Je pense que cette fois-ci, il a une bonne direction qui me plaît, pas comme avec les Titans où on aurait vraiment dit qu'on était à un prélude de la série. Là, franchement, j'aime bien. On sent qu'il a une idée pour la société secrète de Hull, donc je vais passer un beau moment de lecture et j'ai déjà hâte de lire la suite. Et toi, Sofiane? J'ai pas trouvé ça mauvais. Je trouve ça un peu quelconque, en fait. Puis, moi, il y a vraiment le délire où ça veut dire que voilà, via Heartless qui est réapparu, on va encore pas le voir pendant je sais pas combien de temps, il nous embarque sur autre chose. Le coup, tu vois, c'est con, mais le coup de Booty, alors oui, c'est drôle, sauf qu'il fait la blague à chaque. Il passe trop de temps sur Internet et du coup ramène toutes les blagues d'Internet dans ses comics. Et ouais, ok, c'est drôle à faire une fois, mais à force, j'avoue que ça m'a un peu. Après, ouais, non, c'est agréable à lire, hein. C'est cool à lire. Il y a un passage que j'ai bien aimé, c'est bon, comme par hasard, bien évidemment, celle avec qui il avait une relation à un moment s'avère être la nouvelle chef d'un groupe secret et tout ça. Bon, bah ça c'est habituel de toute façon dans les comics. Voilà, ça c'est. Mais j'ai bien aimé la réflexion du coup, je crois que d'un groupe secret, tu ressembles de plus en plus à Batman quand même. Puis juste il répond, ouais, c'est vrai. Non, et puis même du coup ça. La réplique, hein. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça réutilise des trucs en fait de ce qui a été fait avant. Ah, mais du coup, c'est pour ça que du coup, t'as vachement bien résisté quand on t'a attaqué plein de fois avant. Enfin, tu vois, ça permet aussi de pas faire que juste les vilains. C'était, enfin, ça met aussi les vilains de l'époque en valeur.
Enfin, je trouve ça bien comme move, en fait, à tous les points de vue. On a encore le délire de ah bah voilà, on découvre les gens qui ont vraiment fondé cette ville. On est déjà dans la même chose dans le Batman de Ramvi. Et on l'a déjà vécu un million de fois cette storyline-là, quoi. Du coup, je trouve que c'est un peu, c'est pas très original, quoi. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça va, justement, par rapport au Batman de Ramvi, rester au-delà c'est pas basé de... là-dessus comme peut être le Batman de Ramvi. Voilà, donc... Non, le Batman de Ramvi, c'est un ton extrêmement différent de tout, en fait. Voilà. Oui, mais je parle sur ce point de storyline, quoi, où je trouve que voilà, ça a été tellement fait. Ouais, mais à la limite, moi, je préfère qu'on me fasse 3 bulles comme ça que de me retaper un run en entier encore. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, c'est pas mauvais, c'est agréable à lire et tout, il y a pas de souci. Hein. C'est juste que voilà, je trouve ça un peu inconséquent pour le coup. D'accord. Bon, bah, donc, du coup, on est sur un petit numéro, voilà, qui marche. Voilà, je dirais ça comme petite conclusion. Et on va passer à un numéro 20. On va passer au numéro 20 de Batman Superman World's Finest. Et c'est toi, Midnighter, qui va nous en parler. C'est ça. Donc, après un petit arc où on a pu voir le premier team-up de Batman Superman, cette fois-ci, on repart sur un gros arc avec Dan Mora qui revient en dessin pour retourner à Kingdom Come, qui est du coup un récit écrit par Mark Waid. Alors, ma première confession à faire sur ce récit, c'est que je n'ai pas lu Kingdom Come. Ah. Donc, c'est le moment où vous me faites bouh. C'est donc le dernier épisode de Midnighter. On était super contents de faire ce podcast avec toi. Non, ça a été. C'est prévu. Ça a été 7 numéros très intéressants, mais voilà, je suis désolé, tu n'iras pas à Baltar. C'est prévu, mais j'ai pas envie d'acheter l'édition, la petite édition d'Urban. J'ai envie de la grosse pour mieux admirer les dessins avec Ross. Ça, je suis d'accord. Donc bref, en sachant que j'ai pas été perdu, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir lu Kingdom Come pour comprendre tout ce qui se passe. Je pense pas pour le moment. C'est Batman et Superman qui du coup ont redécouvert la trace de Thunderboy, à savoir le sidekick plus ou moins oublié que Superman avait commencé à former, sur une Terre qui a priori ne connaît pas le multivers, et les deux y vont grâce à un tapis cosmique aménagé par Flash. Il est serviable quand même. Voilà, c'est vraiment du coup très très bien. C'est une fois de plus une introduction tout à fait correcte à cet arc-là, avec personnellement un cliffhanger que j'ai trouvé assez prévisible, mais assez logique. Enfin voilà, on n'est pas non plus dans un truc extrême. Et une fois de plus, retrouver Dan Mora au dessin, ça fait toujours très plaisir. Oui, c'est sûr. Nico. Oui. Donc, comme Midnighter l'a confirmé, c'était très accessible, même si on n'a pas lu Kingdom Come. Ah, vous en êtes même deux. temps, il y a. Donc, toi aussi, tu n'as pas lu Kingdom Come. Si, je l'ai lu en fait. Ah. Mais justement, je me disais justement que même si on l'avait pas lu, il y avait moyen de comprendre sans problème. Et en même temps, pour ceux qui l'ont lu, c'est bourré de clins d'œil, rien que la phase au restaurant. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec l'écriture de Waid, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir lu, et si tu l'as lu, tu retrouves quelques trucs qui te font plaisir. Et comme tu dis, ça allonge bien l'intrigue, donc c'est un bon numéro de début d'arc. Et personnellement, moi, à la fin m'a surpris, je m'attendais pas à un truc aussi radical, mais voilà. Moi, je m'y attendais un petit peu parce que c'est quand même un des thèmes de Kingdom Come de base, justement, le conflit de vision entre les générations. Donc, du coup, et justement, une deuxième génération qui est beaucoup plus violente et moins en accord avec ses aînés. Donc, ça m'a pas tant surpris que ça. Mais je suis du coup très, très content parce que c'est très raccord. C'est pas Kingdom Come juste pour faire vendre. Vous savez, Kingdom Come, parce que Kingdom Come veut dire quelque chose dans l'histoire qu'il veut raconter. Du coup, ça j'ai bien aimé. Sofiane ? Ah, vas-y, Nico. Écoute. Par contre, j'ai pas trop compris où ça se situait avec Kingdom Come, ou alors il y a quelques erreurs de chronologie. Je pense qu'en fait, son arrivée a fait une version différente de Kingdom Come. Voilà. Oui, parce qu'on voit par exemple la tente de Green Lantern, alors que si je me souviens bien, du Green Arrow, pardon,
Et si je me souviens bien, il est vivant. Ah oui, non, mais il y a clairement ça a modifié, ça a modifié des choses. Ouais, je pense que l'arrivée du jeune, du coup, va forcément modifier des choses. Tu peux y aller, Sofiane. Et ben, du coup, j'ai pas toujours été forcément hyper client du run de Wade sur World's Finest. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Franchement. Alors, effectivement, le dessin d'Ed Mora qui est excellent. Puis il faut oser, hein. Passer derrière Alex Ross. Oui. Faut du culot quand même. Mais non, franchement, non, visuellement, c'est super classe. Et ouais, non, là, l'histoire m'intéresse. Pour le coup, ça m'intéresse vraiment. C'est cool de retrouver l'univers de Kingdom Come. Et c'est pas juste de l'easter egg. C'est vraiment, je pense en tout cas, c'est vraiment faire quelque chose. Et ça va un peu retraiter des thèmes. Donc, pour moi, un très bon numéro. Franchement, c'est, ouais, non, ce run remonte dans mon estime. Et j'ai passé un très bon moment à le lire. Bah, écoute, on est tous à peu près d'accord. C'est un très très bon numéro. Et bah, franchement, je pense qu'on attend juste la suite. Grave. Ah ouais, là, je veux la suite. Ouais. Et puis, bah, Midnighter, on passera Kingdom Come à un moment. Non, mais franchement, c'est un très bon récit, Kingdom Come. Ouais. Mais oui, justement, je pense que comme ça va partir sur des versions alternatives, tu vas avoir les thèmes, mais pas forcément l'histoire. Donc, c'est vrai, je pense que ça va être plus accessible pour tout le monde. Oui, et bon, c'est Wade qui continue sa propre histoire de Kingdom Come, donc c'est pas. Oui, c'est ça. N'importe quel scénariste. Bah, après. Ça reste son univers à lui. C'est ça. Après, les suites de Kingdom Come, il y a toujours eu une guéguerre entre la suite que voulait faire Mark Waid et la suite que voulait faire Alex Ross. Enfin bref, c'est. C'est tout un sujet dont on pourrait débattre, mais ce n'est pas le cas. Non, on va plutôt passer au numéro 7 de Superman, et c'est toi, Sofiane, qui va nous en parler. Oui, bah du coup, on continue l'arc qui avait été amorcé la dernière fois. Et avec ce vilain, donc The Chain, on va débuter sur... on apprend du coup que Perry White, après son accident cardiaque qu'il avait eu il y a un an, a eu une espèce de révélation. Et du coup, il a décidé de se présenter comme maire de Métropolis. Il veut protéger cette ville. Sauf qu'on a The Chain qui va apparaître. Donc Superman, lui, bloqué du coup dans la cellule justement dans laquelle était gardé The Chain par Lex Luthor. Et on voit qu'il est sacrément puissant. Et que ses pouvoirs... Il semblerait qu'il y a peut-être un rapport avec les Kryptoniens quand même. Et puis on a les deux vilains là aussi qui sont un peu les masterminds justement qui veulent se venger de Luthor, donc Dr. Farm et Mr. Graft, qui justement viennent essayer de recruter The Chain. Et puis voilà. Et puis pendant ce temps, on a aussi Lois qui va voir Luthor et en gros qui lui dit: Loulou, t'es bien gentil, mais t'es Lex Luthor. Moi, tes histoires, tu vas pas me la faire. Je sais très bien que t'es un sale type. Et là, on va nous faire le coup du des personnages qu'on pensait morts, mais qui en fait existent. Et on va découvrir des choses, je vais pas en dire trop, mais on va découvrir des choses par rapport à Lex Luthor. Des liens familiaux qu'on ne connaissait pas. Et puis on a aussi qu'on connaissait, mais d'il y a très très longtemps. Oui, voilà. Et on a aussi, il faut aussi en parler, on a aussi quand même Brainiac qui apparaît dans cette issue. Oui. Avec des éléments qui vont teaser le gros event de 2024. Très clairement, ouais. Ouais, le gros crossover des titres Superman, puisqu'on sait déjà que Williamson écrira 3 mois Action Comics avec Brainiac. C'est ça. Et en plus avec Brainiac, Brainiac qui possède une menace assez conséquente. Hein. Oui, bah les Xarnians étaient déjà teasés un peu plus tôt, puisqu'on a eu un épisode de Superman où justement Farm et Graft expérimentaient sur Lobo, et à la fin on voyait que ça attirait l'attention de Brainiac. Et donc ça annonce du gros lourd. C'est ça. Ça annonce plusieurs Lobos, putain. Je sais pas comment on s'en relève de ça. Une ville de Lobos. Midnighter, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors une fois de plus, j'aime beaucoup ce run de Williamson. Je trouve vraiment que c'est qualitatif, qu'on a un Superman qui est bien écrit, un Lex Luthor bien écrit, enfin que tous les personnages sont bien écrits à leur place en fait. Farm et Grave, je les trouve toujours autant intrigants.
Parce que pour le moment, on connaît très peu leur passé. On sait juste qu'ils sont liés à Lex Luthor d'une façon ou d'une autre, mais de toute façon, à ce niveau-là, si t'es pas lié à Lex Luthor, t'es lié à Krypton quand t'es un méchant de Superman. Si tu t'es pas fait avoir par Lex Luthor au moins une fois, qu'est-ce que tu fous à Metropolis? C'est ça. Même dans l'univers DC en général. Hein. C'est vrai. Si tu es un méchant de Superman et que tu t'es pas fait niquer au moins une fois par Lex Luthor, ou que tu lui en veux pas d'une façon ou d'une autre, es-tu vraiment un méchant de Superman? C'est toujours une question intrigante. Donc il y a ça. On a les dessins que j'ai trouvé corrects, mais une fois de plus, Dan Mora me manque terriblement. Et je sais que... Non, pas Dan Mora, Jamal Campbell me manque terriblement, et je sais qu'a priori, c'est mal parti pour qu'on le revoie sur ce Il y a certaines cases où c'est un peu moyen. Il y a de la grosse baisse de niveau sur certaines cases. Mais sinon, vraiment, une fois de plus, très bien fait. La transition via le teasing de Brainiac, parce qu'on reste toujours plus sur une forme de teasing, est aussi bien faite. C'est pas lourd, et pendant ce temps à Veracruz. Donc ça aussi, c'est très bienvenu. Et voilà, ça reste une série que je continue d'avoir énormément de plaisir à lire, et que j'aurai encore plus de plaisir à lire lorsque ça sera enfin publié en français. D'ailleurs, j'en ai profité pour acheter la variante Jim Lee Icons. Ah oui, pour finir le triptyque. C'est ça. Et ils ont d'ici à rééditer cette semaine du coup la variante Icons de Jim Lee en variante cover de Superman 7, et ils ont réédité le Batman avec la cover icon de Jim Lee. Ok. Pour la semaine prochaine, comme il y aura la icon de Wonder Woman. Oui, bah oui. Que j'achèterai aussi. Si on peut se faire plus de bif. Non, mais après, c'est bien. Je trouve que ça évite aussi en partie une certaine spéculation envers ceux qui vont vouloir les trois et qui vont traquer les anciens. T'as les deux, tu vois. D'un côté, tu facilites la vie, et d'un autre côté, tu te fais aussi de l'argent un peu plus facilement. Tant qu'à faire. Oui, on sort de l'argent au passage. Ouais. Et toi, Nico? Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter que vous, en fait. J'aime toujours autant Superman. J'ai aussi un peu de mal avec les dessins. C'est pas facile de passer après Campbell. Donc voilà, j'ai pris plaisir à le lire. Donc, voilà, j'ai hâte de lire aussi la suite. Ouais, un peu pareil pour moi. J'aime beaucoup Perry White qui fait son Jameson, c'est-à-dire j'étais journaliste et maintenant j'essaye de devenir maire. Donc et puis c'est un move naturel, ça va. J'aime bien ça. Puis en plus, ça veut dire une Lois qui, c'est pas juste un truc passager, Lois en rédac chef, et je trouve ça intéressant ce changement aussi pour elle. Mais oui, clairement. Mais bon, même si Lois aime pas ce changement. Non. Clairement pas un truc qu'elle aime, mais justement, je trouve ça intéressant. Cette évolution. Après, si jamais elle veut partir, ce sera qui ils vont faire revenir Morgan Edge, ou alors ils vont foutre Jimmy Olsen. Rappelle-toi qu'il est propriétaire, Jimmy Olsen. Ou Cat Grant. On sait jamais. Grant. En tout cas, ce sera pas Steve Lombard. Mais je pense pas que ça ait changé, normalement, ouais. Il est encore propriétaire du Daily Planet, Jimmy Olsen. Je me souviens plus. Je t'avoue que là, je pourrais pas répondre. Ouais, je pense que c'est dans le canon, je pense qu'il est encore proprio. C'est possible. De toute façon, c'est pas lui, c'est Bruce Wayne. Donc... Oui. Ou Lex Luthor, parfois. Non, mais c'était suite à la série, la nouvelle série My Pals, où justement on apprenait qu'il était de la même famille que Luthor et où. Oui, je me souviens, mais je sais pas si ça a été changé depuis. Si le titre de propriété a changé de propriétaire. Mais en tout cas, moi personnellement, tant qu'on n'en parle pas, j'estime que ça n'a pas d'incidence sur l'histoire. Oui, tout à fait. En tout cas, c'était toujours un très bon numéro. Et puis, c'était. En plus, il était un peu plus gros que d'habitude parce que c'était. Si on prend tous les titres, voilà, le numéro 850. Donc, ça fait plaisir. Voilà, un peu de teasing, de la bonne baston, du bon développement de personnages. On voit un peu tout le monde. Non, ça fait zizir. Et on va passer donc sur un titre qui, on espère, lui aussi continue à faire zizir. C'est le numéro 4 des Titans. Et c'est toi, Nico, qui nous en parle. Alors, dans le numéro 4, on suit directement le numéro 3. Quelle logique incroyable. Beast Boy souhaite agir un peu plus pour la planète. Il veut que l'équipe ne se contente plus que de sauver... Enfin, l'équipe se contente de sauver les menaces super-héroïques en ce moment. Et donc, il veut aussi que les Titans aident à la reconstruction, par exemple la destruction récente de Bornéo.
Mhm. Et du coup, on a une partie de l'équipe qui va à Bornéo pour essayer de reconstruire, mais évidemment, ils tombent sur des mercenaires qui tentent d'évacuer des gens. Une grosse allégorie des réfugiés en ce moment. Et en même temps, on essaye de se débarrasser de Wally West parce qu'ils ont peur de ce qui va lui arriver, vu qu'on annonce sa mort prochaine. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode, comme la dernière fois, en fait. C'est du super-héros classique, mais en même temps, c'est super efficace. Et comme toujours, on a droit à de superbes dessins de Nicolas Scott. Donc voilà, j'ai bien aimé la lecture, sans non plus que ça soit exceptionnel. Je suis assez d'accord avec toi sur toute la partie justement super-héros, mais je trouve qu'il y a une deuxième partie dans le numéro, avec justement le fait de vouloir garder donc Wally West, le Flash, à l'intérieur, et de le faire via sa femme, et toute une petite mise en place d'un setup justement avec Linda et Garth et tout ça, enfin qui est le fil rouge de la série jusque-là, qui je trouve moi, je l'ai pas vu venir, et quand c'est arrivé, j'étais là, oh, très intéressant. Ah bah tu vois, cette fois-là, j'ai vu venir celui-là. Ah ouais, bah ouais, non, moi tu vois, j'avais pas, ça m'avait pas, mais du coup maintenant que c'est là, j'ai très très envie de voir ce qui va se passer dans ce coffre, quoi. Ouais. Non, voilà, non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi bien aimé le fait que Nightwing parle un peu moins, parce que sur les autres titres, j'avais l'impression qu'on le voyait beaucoup. Là, il était un peu plus en retrait. Ça m'a fait plaisir de voir, par exemple, Raven et Beast Boy. J'ai discuté un peu librement et tout ça. C'était. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Voilà. Sofiane. Ah, ouais, moi en ce moment, Tom Taylor, j'ai trouvé ça pas très intéressant, en fait. Il y a plusieurs trucs qui m'embêtent. D'une, toute l'histoire là de ce parasite, enfin, c'est tellement pas original, quoi. On l'a vu 1 milliard de fois, cette histoire. Du coup, bon, ok. Donc si, bah oui, je m'en doutais, parce qu'on le savait de façon on le savait pour Tempest, donc voilà, bon, Oui, mais c'était sûr qu'il allait réussir à profiter. je m'attendais à ce que ça aille dans des personnages de l'équipe, en fait. Je m'attendais Ouais. pas à ce que ça aille sur la compagne. Enfin, Oui. déjà, je m'attendais pas à la voir, tu vois. Mais puis, j'ai toujours un problème avec Tom Taylor aussi, ce qu'il veut toujours. C'est du détail, hein, mais c'est un truc. Le problème, c'est que ça se répète hyper souvent. Mais tu vois, il veut toujours, dans ses comics, mettre des choses de problèmes, de faits de société. Ce qu'en soi, je trouve très bien. Sauf qu'il y a une manière de le faire pour que ça fonctionne. Et là, par exemple, quand on a cette histoire des titans avec Gar qui demande qu'ils aillent s'occuper d'aller replanter des arbres, moi, dans ma tête, je me dis, mais le loup, pendant que vous replantez des arbres, il y a combien d'avions qui vont tomber, de trucs qui vont se passer? Enfin, c'est vraiment votre priorité, là, à ce moment-là, quoi? Vous pouvez pas bosser avec une fondation, ou je sais pas, quoi. Ouais, mais je pense Et que Tom Taylor, il fait tout le temps ça. je pense que justement, c'est un méchant. Donc, De quoi? Pardon? bah, justement, Garth, il est, enfin, en tout cas, Garth, il est du côté des, enfin, il est du côté des méchants. Non, Beast Boy, là, je pense qu'il parlait. Oui, c'est parce qu'il y a oui, il y a Gar et Garth. Oui, pardon, oui, non, je parle de Beast Boy. Ah, Mais ouais, je trouve que ça fonctionne pas. Enfin, à quel moment vous allez passer, surtout sans Flash. Donc du coup, en mode, vous allez mettre du temps, en fait, à faire ça. Et genre, vous avez pas d'autre chose à foutre. Vous êtes la nouvelle Justice League quand même, en fait. Donc je comprends pas ce que ça vient faire là. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, quoi, dans l'écriture de Tom Taylor qui me dérange de plus en plus, en fait. Où, après, je pense que justement, t'écris les comics, quoi. Je pense que justement, les membres des Titans veulent pas être la Justice League. Ah ouais, mais sauf que c'est le rôle qu'on leur a donné et que justement, ils veulent être à la hauteur. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. Justement, donc je pense que c'est plus ou moins ça qui va peut-être faire revenir justement la vraie plus tard. Le fait qu'ils veulent pas finalement. Je t'avoue, j'en attendais plus, moi, des Titans mis en... J'étais super content, vraiment. J'étais trop content de voir les Titans mis en avant, avoir la place qu'ils méritent. Et du coup, ouais, je suis assez déçu parce qu'en effet, en fait, par d'ici, quoi. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que les Titans auraient mérité, quoi. Bah ouais. Bah après, c'est sûr qu'au niveau vilain, la Demolition Team, voilà, c'est pas.
c'est pas ouf, Ouais, c'est mais ça, quoi. voilà, tu sais bien que c'est pas eux, quoi. La vraie menace, c'est ce qui se passe justement. Non, mais c'est Tom Taylor, ça va encore prendre 15 numéros, est-ce qu'il passe un truc intéressant, quoi. Ah, je sais pas, là, vraiment, Flash tout seul, enfermé avec un parasite pendant 24 heures, enfin, en tout cas, moi, c'est un setup qui me fait envie. Ah ouais, j'ai l'impression de revoir The Thing. On verra s'il le fait bien. Ah bah après, The Thing, ça me fait envie aussi, donc... Ah bah oui, évidemment. Bien sûr. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr, c'est à voir ce qu'il... Après, toujours pareil, attention, c'est pas mauvais, hein. Tom Taylor est un bon auteur. C'est, voilà. Mais justement, j'en attends plus d'un bon auteur. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des trucs de lui que j'ai vraiment adoré. Et je trouve que c'est pas au niveau de son meilleur. Après, le problème, c'est que Tom Taylor a... Pour moi, soit c'est des trucs qui sont vraiment très bons, soit c'est des choses qui sont absolument mauvaises, en fait. Enfin, il suffit de prendre dans un cas assez récent son D6 de 3 qui, pour moi, était un truc infâme et insupportable. Je peux sauver juste un seul numéro de D6 de 3. Le reste, je le jette à la poubelle tellement il n'y a rien à sauver. C'est le problème de tirer un peu trop longtemps sur certains concepts, hein, ça. C'est ça. Et de vouloir toujours en faire plus pour dire non, mais c'était pas le méchant, c'était un autre méchant, encore plus méchant, enfin. Bref. Ça a été le problème. Non, maintenant on va parler d'un bon numéro qui a plu à non, tout le monde. sinon de mon côté, niveau Titan, parce que j'ai pas vu de mon avis, j'ai bien aimé aussi. Cependant, là on le sent un peu trop qu'il y a l'event Beast World qui se prépare derrière, qui est prévu pour décembre, qui est prévu à partir du mois prochain, novembre-décembre. Donc forcément, ça impacte l'histoire, notamment toute la partie avec Amanda Waller. Oui. Ah, ça pas... Dès que je vois Amanda Waller sur une couverture, ça m'énerve. C'est un peu le souci parce que c'est Amanda Waller qui est un peu, on peut enlever un peu au centre du fil rouge. Donc c'est pour ça que ça peut un peu gêner certaines personnes, ce qui est compréhensible. Mais hélas, on fait avec. Mais sans pour autant être mauvais, et bien sûr, ça vous l'a déjà dit, les dessins de Nicolas Scott, c'est toujours une tuerie absolue. Ça, toujours. Et j'ai vu les prochaines sollicitations, et ça m'attriste un peu parce qu'elle va pas... Bah forcément, c'est un peu le défaut quand on a des artistes aussi bons, c'est que ça peut pas assurer H24 sur une série mensuelle, hélas. C'est dommage. Donc bon, un peu en demi-teinte. Enfin, sur le numéro 4 des Titans, j'ai l'impression de la vie générale, on arrive sur quelque chose d'un peu en demi-teinte. Voilà. Sans pour autant être mauvais, hein, attention. Tout à fait. Oui, c'est clair. Contrairement à un autre titre. Voilà. Demi-teinte, c'est comme verre à moitié vide ou verre à moitié plein. C'est exactement la même chose. Ça dépend de ton point de vue. Alors que là, je pense que là, ça va être assez unanime. On va parler du numéro 58 de Catwoman, et c'est à toi, Midnighter. Et je ferai remarquer que cette fois, c'est Nico qui a mis le plus de mots. Tout à fait. Très bien. Alors, je vais commencer par soupirer très longuement. Déjà, juste parce que nous avons un merveilleux jeu de mots, Catch Me If You Can. Donc, à partir de là, ça veut tout dire, et je soupire déjà beaucoup trop. Donc, dans l'épisode précédent de la Gotham Noire, sur lequel on s'emmerde beaucoup quand même, hein, voilà, Batman franchissait vraiment un peu trop les bornes, et Catwoman décidait d'aller discuter un petit peu, parce que voilà, c'est bien beau de se disputer, mais au bout d'un moment, mon amour, faut qu'on papote un peu. C'est les 2 ou 3 premières pages, et c'est juste ça, et si ce numéro avait été juste ces 3 pages, ça aurait été impeccable. Peut-être un peu cher. Oui, peut-être un peu cher, mais j'ai 3 pages de Batcat correctement écrits, et j'ai plus un sentiment que c'est Zarski qui les a écrits, parce qu'on trouve vraiment un petit peu qu'il a fait dans le volume 2 de Dark City, où Batman était sur un univers parallèle, et il y avait cette romance avec Catwoman qui revenait, parce que Tiny Ward n'a pas énormément abordé ce sujet-là. Et pour le reste... voilà, quoi. Oh non, Vandal Savage et sa fille, en fait, ils ont dit leur seul coup. Oh non, Vandal Savage, il y a une motivation qui est celle de tenter de redevenir immortel, alors que je n'étais pas au courant qu'il avait perdu son immortalité. Oh non, on part sur des objets à retrouver. Oh. C'est cool. Tu me confortes dans le fait que je ne l'ai pas lu. Voilà, je pense que mes souvenirs parlent pour d'eux-mêmes, tellement c'est chiant.
Après, bien sûr, on a au milieu l'enfant adoptif qui sait pas trop ce qu'il fout là, à savoir Jason, qui essaie de faire des choses malgré le fait que Batman lui ait fait le pire coup qui était possible de faire à un de ses gosses. Hein. Et je parle pas de le laisser pour mort. Hein. Je parle pas d'oublier qu'il existait et d'adopter un nouveau Robin, ou d'adopter ou de faire venir son fils biologique et d'abandonner son précédent Robin comme il est chaussette. Je parle juste de lui avoir injecté un produit qui le rend totalement incapable de se battre ou quoi que ce soit sans avoir des crises de panique, et ce qui forcément met Jason dans une situation absolument horrible dès qu'il essaie de faire le bien. Et même pas juste de se battre, si j'ai bien compris, c'est à chaque fois qu'il a une réaction. C'est juste si son adrénaline augmente, dans ce cas-là, il panique en fait. Voilà. Donc même quand il se fait attaquer, même s'il a rien fait, même pour se défendre, il peut plus. Ou même dans ce cas-là, quand il essaie de sauver une gamine d'un immeuble en flammes. Ce qui est un petit peu la bonne action numéro 2 d'un super-héros, avec sauver un chaton dans un arbre pour moi. Donc voilà, et bien sûr on se retrouve avec la bataille finale avec les super vilains qui se disent un petit peu bon écoutez les gens, hein, la grève ce serait bien de s'arrêter 5 minutes, hein, on a des choses à faire, on n'a pas que ça à foutre, vous nous saoulez un petit peu, allez à papa. donc voilà, bref, c'est soupir sur soupir sur soupir sur soupir sur soupir, et je veux juste que ça se finisse. On passe à autre chose, qu'on donne Catwoman à un ou une autre scénariste, enfin un qui aura des idées, je sais pas, enfin. Mais il reste 2 numéros, j'ai l'impression, du coup. Oui, il reste 2 numéros. Il reste un deuxième one-shot sur Redwood et le one-shot final. Ouais, Scorched Earth. Scorched Earth, oui. Voilà. Youpi. Avant que Zdarsky continue de faire ses Batman directement dans les bras de Jurena. Donc on va continuer. Bref, c'était nul. Très bien. On va continuer dans l'ordre des moins. C'est à toi, Sofiane. Ouais, non, c'est complètement nul. Et justement, tu parlais de l'aide de renard. Et justement, le problème, c'est que là, dans ce issue, on n'en parle plus du tout. C'est un peu le défaut d'un crossover, c'est que là, on alterne les points de vue. On avait dans le numéro Batman, forcément, la narration côté Batman. Mais déjà, et là, comme c'est côté Catwoman, on a la narration côté Catwoman, en fait. Mais déjà, je me souvenais même pas que Batman était... Enfin, on a Batman sur un toit qui a enlevé son masque, machin. Je me souvenais pas qu'on l'avait laissé dans cet état-là. Pour le coup, je me souviens qu'il se barrait. Si, le dernier numéro de Batman se finissait bien avec Catwoman qui le retrouvait sur le toit en mode il faut we need to talk. Oui, mais en mode assis par terre, à moitié en dépression, sans son masque. Il me semble qu'on était pas loin. Attends, je vais aller. Moi, il me semble qu'il était debout avec son masque. Parce que pour le coup, je l'ai lu celui d'avant. Donc, et là, il y a aucune référence. Enfin, son comportement est pas le même. Il y a aucune référence à The Renard et tout ça. Oui, aucune surprise, on savait tous qu'il allait avoir l'ennemi commun, qu'il allait faire qu'ils allaient être obligés d'être réunis. Oh tiens, espèce d'imbécile de Catwoman. Évidemment que ton armée de types que t'as formé à être meilleur qu'il était avant, maintenant obéit à un super vilain. Alors, rien qui va. Juste une minute, je viens de vérifier, et en effet, la dernière fois qu'on voit Bruce Wayne dans le dernier numéro de Batman, il est en effet bien assis, démasqué sur le toit. Ah oui. Au moment où Catwoman se pointe, tu te dis Bruce, nous avons besoin de discuter. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'était tellement une évidence que son plan, il était pourri depuis le départ, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a personne avec des bons plans. Mais oui, il n'y a rien qui va. Batman, c'est encore ce genre d'intrigue que Batman, je déteste. Il a tort et Catwoman, elle a tort. Donc, Mais c'est le genre d'intrigue que je déteste où ça ne peut fonctionner que parce que chaque personnage est plus stupide que celui d'à côté. Et non. Et le problème, c'est que ni Batman ni Catwoman ne sont théories stupides, en fait. Oui. De base, non. Sauf même si l'idée de base de Catwoman de former des criminels à être entre guillemets indépendants pour empêcher les plus gros de faire autre chose, genre notamment Joker, Chapelier Fou, Épouvantail, etc., était sur le papier une bonne idée. Enfin, c'est pas une mauvaise idée, c'est ce concept, juste ça n'a jamais été une bonne idée. Ça se retourne contre elle, en fait. Faudrait qu'on fasse en mode meilleur. Ouais, le problème, c'est que la majorité des sbires de Gotham, c'est plus des gens désespérés qui sont tournés vers ça parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, en fait. Tu leur apprends un taf, autre chose, mais tu leur apprends pas à devenir de meilleurs criminels, en fait. C'est la pire idée possible. On doit le faire en mode en mode réhabilitation, quoi. En mode, oui, tu lui apprends à être boulanger, pas à mieux voler les gens. C'est pas comme ça que tu fais. Pour que ta boulangerie se fasse défoncer après par des sbires qui passent par là. Tu lui apprends à se battre avec des baguettes de pain, j'en sais. Ah ouais, France 5. Ça coûte cher une boulangerie, hein. C'est plus simple de voler des bijoux.
C'est sûr. Tu peux Mais voler non, des mais y a bijoux rien pour qui monter va, ta non, c'est vraiment boulangerie. nul cet event. Nico, parce qu'apparemment tu as laissé plein de moins. Oui, bah, en fait, c'est même pas ce qui se passe dans la Gotham War qui m'a posé problème. C'est nul depuis le début, tu vois, je m'en suis limite habitué. Mais là, c'est l'écriture de Tini Howard, en fait, qui était complètement ratée. Il y a certains éléments qui n'ont aucun sens, genre la discussion entre Catwoman et Batman. On a à fond des explosions qui se rapprochent de plus en plus, mais ils continuent à et ils réagissent discuter pas. en attendant que ça lui explose à la gueule. Putain, C'est merci. quoi ça? Merci, Mais- j'avais non, oublié mais- ce passage. C'est la mur, ça les rend sourds. Genre, c'est en face Bah, d'eux. aveugle aussi. Tu vois les explosions, Et ils sont con, sur le ça. toit, tu vois les explosions qui se rapprochent, et ils sont là, ils parlent, machin. Et moi j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ouais, exactement. Elle a voulu faire la fin de comment? Elle a voulu faire la fin de Fight Club, mais ça fonctionne pas. Dans Fight Club, c'est lui qui a provoqué l'explosion. Il le savait. Et puis toutes les séquences, je trouve qu'elles s'enchaînent aucune naturellement. Il y a à un moment donné, on a Vandal Savage qui affronte Catwoman. Enfin, je vous laisserai la révélation. Et puis tout de suite après, il est en train de blablater avec tous les méchants. Donc il n'y a aucune logique, ça ne s'enchaîne pas naturellement. C'est vrai Et que la, tout est la précipité et temporalité facile. est pas top. Ouais, bah voilà. Là pour le coup, c'est plus l'écriture de Tini Howard qui fait que j'ai pas du tout apprécié cet épisode. Et comme le mentionnait Sofiane, on a un peu aussi l'impression que c'est pas le même Batman que l'épisode avant. Oui. Voilà. Tu sais, je suis en train de remater le passage avec les explosions, et le pire, c'est que vraiment, Batman, il est face aux explosions, et à un moment, il tourne la tête vers elle, et ça explose encore plus près, et vraiment, à aucun moment, il réagit dessus. Et il faut que ça pète de manière à ce que eux soient éjectés, pour que là, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose. What the fuck? Très bien. Mais je sens que vous avez beaucoup de choses à extérioriser. Ah ouais. Donc voilà. Moi, pour le coup, j'ai fait le choix de ne pas lire celui-ci et de lire un autre titre à la place. Et de ce que vous m'en dites, je suis plutôt content d'avoir fait ce choix. Et on va continuer, parce qu'on a encore pas mal de titres à voir, figurez-vous, quand même. Et on va passer normalement à un titre qui devrait être un petit peu plus apprécié. On va passer à Justice League versus Godzilla versus Kong, numéro 1. Et c'est toi, Nico, qui nous en parle. Tout à fait. Donc, dans Justice League versus Godzilla versus Kong, on a Superman qui se surmène un petit peu, au point que la Justice League fait un peu de la figuration. De l'autre côté, on a la Legion of Doom. Enfin, je pense pas vraiment citer le nom de l'équipe, mais ça y ressemble. Donc, qui conspire contre les super-héros. On a Luthor qui lance une petite attaque contre la forteresse de solitude avec les autres méchants. Ils entrent bien trop facilement, d'ailleurs. Donc le plan de Luthor, une fois à l'intérieur, est un peu foiré par Toyman. Et on a les méchants qui se retrouvent dans un autre univers, celui des monstres d'Universal. Et voilà, après, je vous laisserai découvrir. C'est un gros épisode de mise en place. On a une Justice League qui est présentée plus comme un groupe d'amis, avec une composition très classique. Donc voilà, c'est une vision classique de l'univers d'ici. J'ai bien aimé l'épisode, mais j'attends d'en voir plus, parce que là, je ne sais pas en combien est la mini-série, mais le scénariste a vraiment pris le temps de mettre tous les éléments en place. Et à mon avis, le deuxième sera meilleur, parce que on aura vraiment Godzilla et les autres. Là, ils arrivent vraiment à la toute fin. Donc voilà. J'attends plus du deuxième que de celui-là. C'est plutôt le Monsterverse de Legendary que l'univers des monstres d'Universal. Ouais. Quand on dit l'univers des monstres d'Universal, on pense plutôt momie, loup-garou, vampire, tout ça. Là, c'est vraiment le Monsterverse de Legendary. Oui, c'est clairement un crossover avec Legendary, suivant le petit logo qui est juste en dessous de DC. Oui. Je n'ai pas fait attention. C'est pas grave. Tu sais que c'est Godzilla, tu sais que c'est King Kong, c'est ça qui est important. Oui. C'est le plus important. C'est le plus important, ouais. Mais c'est vrai que c'est un numéro qui prend son temps et qui s'intéresse beaucoup à ses vilains, aux vilains de l'univers DC, qu'on pourrait penser un peu accessoires pour amener ça, mais qui au contraire t'as tout un truc avec Gorilla Grodd qui veut discuter avec King Kong.
Ah bah écoute, Alors c'est pas, il va pas te discuter, il va le vénérer parce que quand il le voit, il dit un dieu gorille. Et en soi, c'est probablement la meilleure utilisation de Gorilla Grodd. Mais tout à C'est fait. probablement la meilleure réaction de Gorilla Grodd devant King Kong. Et surtout que dans le film, King Kong est vénéré comme un dieu en fait. La révérence de Grodd vis-à-vis de King Kong, tu vois vraiment tout le respect du mec. Mais voilà, mais il y a ça, t'as aussi énormément de discussions sur le fait que Superman va demander Lois en mariage. Enfin, c'était... Ouais, c'est plus un jour comme tous les autres dans la vie de la Justice League jusqu'à l'arrivée de Godzilla. Mais ça m'a... Ce que j'aime bien, bien justement... Pardon, vas-y. En fait, moi, je voulais juste finir. C'est justement cette attention au personnage fait que je me dis tiens, ça va... Enfin, c'est différent des autres trucs un peu crossover. On va peut-être s'attarder sur les persos. Et impatient de voir, du coup. Ce que ça va donner par la suite si ce côté est plus creusé. Voilà. Vas-y, Sofiane. Non, je veux juste dire, mais effectivement, sur ce côté des personnages mis en avant, où ça y est, j'aime assez, parce que voilà, on est dans un Elseworld, très clairement, et c'est bien de prendre le temps de nous montrer un peu, de nous caractériser cette version-là de la Justice League, cette version-là de la Legion of Doom. Ça nous laisse le temps de les connaître, de voir les interactions, de voir les rapports. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, quand même dire, on a quelques planches. La planche de l'arrivée de Godzilla, elle est magnifique, qui avait déjà été teasée avant, qui est vraiment superbe. On a une planche avec King Kong qui est vraiment sympa aussi. Puis effectivement, comme dit Midnighter, j'adore la révérence de Grog, du coup, qui se retrouve devant King Kong en mode « tu es un dieu ». Et franchement, non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal amené. J'aime bien, vraiment, c'est vrai que je suis toujours un peu méfiant, ça me hypait de base, mais je suis quand même toujours un peu méfiant sur les crossovers. Mais franchement, la page de fin, tu peux pas ne pas avoir envie de voir la suite directe, quoi. Cette page avec Superman qui va vers Godzilla, comme ça, on le voit de dos, et ce Godzilla gigantesque qui vient de débarquer, donnez-moi la suite. Et qui vient de débarquer au-dessus de Metropolis. Au-dessus de Metropolis. Où tu vois sa taille comparée aux immeubles. C'est ça. Donnez-moi la suite. Ah non, franchement, franchement, pour l'instant, je suis plutôt content. Ouais. Et toi, Midnighter? Alors, j'ai trouvé ça, comme vous l'avez dit, très introductif, peut-être un peu trop à mon goût. Mais après, je trouve ça bien, parce que c'est clairement adressé à des gens qui ne lisent pas des comics, ce premier numéro. D'avoir cette introduction qui nous permet de placer les personnages, savoir plus ou moins comment la majorité d'entre eux pensent sur un point de vue particulier. Voir Toyman en méchant loser au milieu du reste de la Legion of Doom, c'est toujours assez sympathique, on va pas se mentir. Et bien sûr, je pense que vraiment le plus cool va arriver à partir du numéro 2. Je pense vraiment que pour moi ça c'est plus une mise en bouche, une introduction, un mini teasing et qui fait très bien le travail parce que forcément maintenant j'ai envie de lire le numéro 2, de voir Superman versus Godzilla et d'autres choses qu'on a pu déjà voir notamment sur des covers. Ouais. Donc ça va être sympathique. J'attends d'en voir plus, mais moi c'est un début léger et voilà. Mais j'en attends d'en voir plus avant vraiment de me prononcer si on part sur un simple petit crossover sans plus ou sur quelque chose qui sera beaucoup plus en fait. Ouais. En tout cas, premier numéro, je trouve bien hypant quand même. Après, à voir si ça confirme. Hein. Des fois, on fait juste un bon premier niveau et puis le reste du jeu, c'est de la merde. Ça arrive. Mais bon, on va espérer que ce n'est pas le cas. Et on va passer à un autre premier niveau, puisqu'on va passer à un autre numéro 1. On va parler de Jay Garrick's The Flash, et c'est toi, Sofiane, qui nous en parle. Oui, alors je vais faire ça de mémoire, du coup, parce que j'arrive pas à l'avoir sous les yeux. Ah mince. Alors, on commence sur un The Flash en pleine intervention, du coup, près d'un barrage, accompagné de sa fille. Oui. Et ils doivent libérer sa femme, la mère, justement... c'est The Boom, elle s'appelle. Oui, le nom de super-héros de sa fille. The Boom. Et alors, d'un coup, on se rend compte que il ne se rappelle plus. Enfin, lui, quand il a un truc à faire avant de pouvoir la rejoindre, elle part d'abord sauver donc sa mère. Et quand il arrive, et que justement la mère lui dit « Ah,
où est notre fille? Il dit, mais on n'a pas de fille. Elle fait, ah oui, c'est vrai, je croyais. Et là, bon dans le temps, on se retrouve avec Jay Garrick âgé, avec sa femme. Et en fait, on découvre que, en fait, leur fille avait été. Alors pour le coup, je sais que c'est une storyline qui a commencé dans le Stargirl, Tout à fait. Lost Child, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, dans Stargirl and the Lost Children, ainsi que dans le JSA de Jones. C'est ça. Voilà, que j'ai pas encore lu pour le coup, mais c'est plutôt bien expliqué. C'est bien expliqué dans le numéro. Donc même quelqu'un comme moi qui n'avait pas lu cette histoire avant, au final, suffit de se laisser porter et tout est expliqué en temps voulu. Et donc on découvre qu'effectivement leur fille avait été kidnappée et complètement retirée de la timeline, un peu comme ce qui était arrivé aux enfants de Wally d'ailleurs. Et donc voilà, elle est de retour, sauf que il y a quand même une grosse différence chez moi, c'est que le personnage de Boom n'a jamais existé avant Stargirl and the Lost Children, par exemple. C'est des oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, c'était toujours là. Oui, non, mais je parle de la façon dont elle était enlevée de la timeline. Oui. Et donc ouais, forcément c'est un peu difficile pour elle. Le monde a continué de bouger autour d'elle. Elle arrive là, elle a loupé des années, un peu comme si c'était passé pour John Kent quand il a disparu pendant. Enfin, non, tu me diras, c'est différent pour le coup. Mais ouais, puis on va découvrir qu'il y a un vilain qui était là aussi, celui qui avait justement enlevé la mère, qui avait disparu aussi. On nous tease en fait que ça va être lui un peu le danger de cet arc en tout cas. C'est ça, donc ça veut dire aussi un vilain oublié, parce que lui aussi, c'est pas un vilain qui existait. Non, voilà, ouais, effectivement, un vilain inventé, du coup, un retcon, où on nous dit qu'en fait, voilà, tout le monde l'avait oublié. Et donc voilà, c'est cette gamine qui essaye un peu de se remettre au goût du jour, qui, elle part un moment justement parce qu'elle entend qu'il y a des gens qui sont en danger, ses parents évidemment qui sont super inquiets, ils viennent à peine de la retrouver, ils veulent pas risquer de la perdre à nouveau. Donc voilà, ça va être un peu comment va s'organiser cette famille qui se retrouve après tellement de temps. Elle découvre en plus, elle ne sait pas, elle est d'une époque où il n'y avait pas autant de speedsters, elle découvre qu'il y a une grande famille de Flash maintenant et tout ça. Donc non, franchement, j'ai plutôt bien aimé. C'est du Jeremy Adams. J'aime bien ce qu'il fait en général. Je trouve pour le coup que Ortegui, qui a un style assez particulier, mais qui fonctionne plutôt pas mal du tout. J'ai vraiment bien aimé visuellement, je trouve ça plutôt cool. Et vraiment, c'est un bon premier numéro pour moi qui donne envie de suivre et qui en plus me donne envie d'aller lire justement, je l'aurais fait de toute façon, mais qui me donne encore plus envie d'aller lire les séries de Jones justement sur l'univers de la JSA. Donc pour moi, plutôt une réussite en tout cas. Bah écoute, moi j'ai pas grand chose à rajouter à ce que tu as dit, parce que j'ai beaucoup aimé aussi, tous les points que j'ai beaucoup aimé, tu en as parlé, justement le fait que ce soit une Flash family et que du coup le mot de famille lui parle alors qu'elle elle était totalement oubliée pendant je sais pas combien de temps, et tu vois, c'est comme si on l'avait remplacée. Il y a plein de petites choses très très intéressantes, et franchement ouais, ce numéro me donne très envie, et voilà, j'aime beaucoup aussi que Joan Garrick, donc la femme de Jay, elle soit pas laissée de côté et qu'on reste beaucoup sur elle aussi, et son point de vue c'est sa fille à elle aussi, et ça c'est bien. Et j'espère que ça va. C'est trop touchant quand elle dit je me suis jamais senti aussi vieille, parce que du coup sa fille elle la découvre, quand sa fille la dernière fois qu'elle avait vu sa mère, c'était une jeune blonde machin, et là elle découvre une vieille dame, et c'est des trucs, c'est bien foutu je trouve. Ouais, non, c'est un très bon premier numéro, et très impatient de lire la suite. Midnighter, qu'est-ce que tu en as pensé? Un peu pareil de mon côté, c'est vraiment un premier numéro que j'ai bien apprécié. On retrouve l'écriture classique de Adams qui m'a déjà convaincu sur sa série Flash avec Wally West, puis récemment sur son Barry Allen dans Green Lantern, et maintenant sur Jay Garrick. À croire qu'il aime vraiment Flash, surtout qu'il va en plus écrire en dehors de chez DC une série Flash Gordon. Le mec a un truc pour Flash. Le mec, on lui dit hey Adam, j'ai un projet pour toi. Ouais, Flash. Oui. Ok. Donc voilà. Non, c'est vraiment un numéro 1 pour une mini-série très cool. Très cool. On nous replace bien les personnages. Ça sent pas si forcé que ça, même si, c'est Jones qui, je pense, a poussé un peu ces personnages-là, notamment tous les nouveaux personnages qu'il a introduits. J'ai un peu l'impression que lorsque j'avais lu Stargirl et JSA, qu'il les poussait un peu du pied en disant c'est bon, ça va rentrer dans la continuité, vous allez voir. Ça. C'est Jones qui. Avant de se barrer en plus, avant de dire au fait ciao.
C'est ça. Bon, après, Jones devra quand même finir sur quoi qu'il avait signé sur JSA, ça, il n'a pas le choix. Il doit bien finir leur contrat, de toute façon. Ouais, j'espère quand même qu'il va finir. Ouf, il a intérêt. En 4-5 ans, il aura fini. Avec les retards. Donc voilà. Et voilà. Et c'est vraiment un premier numéro intéressant. J'ai envie de voir le reste. L'écriture, que ce soit de Jay, de John ou de Judy. Pour moi, c'était impeccable. Je trouve que ça va être très intéressant de voir Judy qui est totalement décalée de 80 ans, parce que c'est vrai que chez DC Comics, on a eu assez peu le cas de personnages qui pouvaient zapper des décennies entières de leur existence. Ouais. En général, c'est alors dans l'autre que sens. chez Marvel, on a limite le personnage drapeau qu'il a été, quoi. Tandis que là, non, chez DC, en général, c'est dans l'autre sens. C'est des gens qui viennent du futur, en général. Oui. C'est ça. Nico. J'ai pas grand chose à rajouter de plus que vous. C'était fun et sympa, frais. Donc voilà, vous avez tout dit, je pense. C'était vraiment bien. Ah ouais, non, je pense. J'espère vraiment que le numéro 2, il sera de cette qualité. Voilà. On va passer donc à un autre numéro. On va passer au numéro 4, Doc Girl. Alors, le numéro 4, Doc Girl, donc c'est toujours une mini-série donc, qui sera en 6 numéros, donc on s'approche un peu plus de la fin. Et c'est un peu dommage parce que j'ai eu l'impression à la lecture d'un numéro un peu bouche-trou, quoi. Donc, quand t'es à 2 numéros de la fin, c'est un peu dommage. En gros, elle s'apprête donc avec sa sidekick du moment Galaxy à aller regarder un match de baseball. Quand tout d'un coup, en fait, il y a un dragon qui arrive au-dessus de Metropolis. Voilà. Il est donc invoqué donc, par la vilaine de cette série qui s'appelle Vulpecula. Voilà, et donc t'as Supergirl et Steel qui viennent aider. Le dragon, il peut faire un feu de kryptonite. Bon, bah, pourquoi pas. T'as quelques petits trucs qui commencent à être mis en place sur le personnage justement de Galaxy, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui en fait s'est caché à l'intérieur d'elle et qui va faire sans doute des choses à la fin. En fait, c'est surtout il y a un truc qui m'a plu, c'est la façon dont en fait Hawkgirl va réussir à aller combattre le dragon. Bon, déjà, elle se relève en gros, elle s'est fait botter le cul une première fois, elle se relève en mode non, mais je suis pas un flic, moi, je suis une tueuse de dragon, c'était classe. Et en fait, on va essayer d'utiliser en fait toutes ces vies passées comme une espèce d'énergie qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'était assez classe, mais justement, ça va en gros amener ce qui apparemment va être le thème de la fin. C'est justement que Kendra, en fait, Hawkgirl, est un peu en dehors de cette histoire de résurrection, en fait. C'est un personnage qui a été créé justement parce qu'on pouvait pas utiliser Aquaman, qui était donc Shayera. Donc c'est un personnage qui a en même temps en fait toutes ses vies passées et qui en même temps n'en fait pas partie en fait. Et elle n'a pas de raison d'en faire partie en fait. Que justement en fait le cycle de la résurrection existe aussi pour qu'ils puissent se sortir de là et pour qu'il leur donne des raisons en fait de vivre. Et elle en fait n'en a pas tellement en fait. Et en gros ce qu'il a fait bouger jusque-là, donc Kendra, c'est la colère, il y a que ça qui arrive à la faire fonctionner. Et voilà, c'est ce point-là qui est mis en avant m'a beaucoup plu. Par contre, le reste de numéro est assez banal. Les dessins sont assez cool. Il y a quand même des bons effets. Voilà, il y a une très jolie flamme et tout ça. Mais le début de l'intrigue, faisait un peu passe-partout, quoi. Donc, intéressé par ce que ça implique, mais le numéro en lui-même, ça se lit sans doute mieux à la suite, quoi. Parce que là, tout seul, c'est un peu compliqué à rentrer dedans, quoi. C'est un peu dommage.
Le premier numéro m'avait pas convaincu, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop non, mais il y a pas de souci, mais bon, moi, si tu veux, je pouvais mettre un autre numéro dans mon planning, et c'était Catwoman, Cyborg ou Hawkgirl. Clairement, j'ai préféré lire Hawkgirl, parce que au moins, tu vois, il y a cette partie sur l'héritage du personnage et sur comment le personnage se situe par rapport à tout ça, qui est assez intéressant, et j'espère juste que les prochains numéros auront un peu plus de matière autour, quoi. Si tu veux, c'est une bonne base, mais il faudrait commencer à faire un motif peut-être un peu plus intéressant sur cette tapisserie qui se tient bien, mais voilà, le motif, peut-être rajouter un petit peu d'ornement, quoi. Ouais. On va passer à un numéro 2. On va passer à Green Lantern War Journal numéro 2, et c'est toi, Nico, qui nous en parle. Exactement. Donc, dans ce numéro 2 de Green Lantern Noir Journal, on a les Green Lantern un peu débiles qui sont ceux des planètes unies qui découvrent la carcasse de la station spatiale qui a été détruite au début de l'épisode 1. Et donc, ils y vont. C'est pas très intelligent. Ils se retrouvent confrontés à la Revenant Queen dans une scène qui tire vers la science-fiction un peu horrifique. Oui. Et, en parallèle, on a Jon Stewart qui va à un entretien d'embauche à Metropolis, et pour essayer de gagner des points, il emmène sa maman avec lui. Ça marche toujours d'amener sa mère en entretien, j'aurais dû y penser. Donc il passe un entretien chez Steelworks. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode. Enfin, se l'avouer, on est tous fans de Pikachu dans ce podcast. Et il nous le rend bien. Donc, il mêle bien le côté émotion avec la relation entre John et sa maman, et aussi l'action. On a eu beaucoup d'action au début et aussi à la fin, que ça passe vraiment bien. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal cette fois avec les dessins de Montos, où je trouvais qu'il était un peu moins bon sur les personnages humains, qui avaient parfois des têtes un peu bizarres. On en parle de Jin Nakamura qui ressemble à Elton John maintenant. Ouais, voilà, il ne ressemblait plus à Jay Nakamura. Il y a des trucs comme ça. Et puis, parfois, on avait Jon Stewart qui me faisait un peu penser à Michael B. Jordan. Oui. Voilà, je trouve que son dessin, ça passe super bien quand il dessine des aliens, mais sur les humains, à mon avis, il était pressé par le temps et il a peut-être un peu fait de décalque, mais voilà. Peut-être. Sinon, l'épisode était vraiment bien. Tu parlais de Green Lantern débile des planètes unies, j'ai l'impression que c'est surtout un, quand même, qui est... Ouais, mais les autres le suivent, donc ils sont pas beaucoup plus intelligents. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est le chef, c'est ça le problème. Oui, parce qu'ils vient d'une famille royale. C'est ça, et donc justement, les autres ont l'air intelligents, celui qu'on a vu aussi la fois d'avant avait l'air plus intelligent, c'est juste lui qui a l'air d'être un petit con et qui est... Voilà. Mais je suis... Voilà, et donc du coup c'est d'autant plus plaisant quand lui se fait taper, c'est moins plaisant pour les autres parce que on aurait bien aimé apprendre à les connaître, ils avaient l'air cool au niveau design, mais voilà quoi, c'est bon, j'ai trouvé que c'était un très bon numéro. T'as toujours John en fait qui veut rester avec sa mère et pour s'en occuper quoi en gros, et il veut pas faire de compromis là-dessus en gros. Même si sa mère, là, a un peu plus sa tête que dans le numéro précédent et lui dit non, que c'est important aussi qu'il agisse en tant que héros. Lui aussi, là, il veut pas laisser sa mère. Enfin, les deux points de vue sont très louables, en fait. Donc, c'est un très très bon dilemme, en fait, à mettre sur ton personnage. Et qui permet en plus de complimenter l'action, donc c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup. Et toi, Midnighter? Eh bien, de mon côté, j'ai beaucoup apprécié une fois de plus ce numéro parce que voilà, enfin bon, PKG, voilà, maintenant je pense que c'est devenu l'un de mes auteurs favoris uniquement grâce à Action Comics. Et il continue de me prouver à quel point il mérite ce titre pour moi. Et à quel point ça va être triste pour moi de le voir partir d'Action Comics. Ouais. Même s'il a précisé que c'était pas la fin pour lui à DC, qu'il avait des tas de plans, notamment par rapport à tout ce qu'il avait écrit, et que ça aurait sans doute un impact dans son Green Lantern. Oui, clairement. Et là, j'ai trouvé ça un second numéro intéressant. Je trouve vraiment la relation entre John et sa mère
extrêmement touchante. Mm. Aussi, pour une fois qu'un super-héros va pas travailler chez Mister Terrific, c'est bien. Et ça met aussi en avant le fait que John était avant tout un architecte. Oui. Et un ingénieur plutôt qu'un simple entre guillemets soldat. Oui. PKJ avait promis qu'il mettrait en avant ce côté-là. Et comme d'hab, il délivre. Sans oublier aussi sa mère qui lui rappelle que ça a été l'un des premiers super-héros à choisir de ne pas porter de masque. Oui, tout à fait. Et encore plus, à afficher fièrement que c'était un super-héros afro-américain. Tout à fait. Et aussi, tu parlais de style vite fait. Aussi, un autre truc bien, c'est qu'en fait, non seulement il met en valeur son personnage principal, mais il met aussi en valeur les autres personnages. Je veux dire, c'est là où je me suis dit, mais au fait, oui. En fait, Steel, c'est le John Stewart de la Superman Family. C'est lui qui. Oui. Mais c'est le moment où ça m'a frappé, en fait, la comparaison vraiment entre les deux et leurs rôles, en fait, qui sont un peu similaires. Et je trouve que c'est une très très bonne écriture là-dessus. Oui, John Henry les deux architectes, celui de la Super Famille et celui des Green Lantern qui sont ensemble, c'est cool. Après, pour le reste, revoir les trois lanternes débiles qui se font buter, enfin, c'était pas le reste, c'est pas si étonnant que ça. Mais comme ça reste extrêmement bien écrit derrière et que personnellement j'aime beaucoup les dessins de Montes, ça me va. Ça me va impeccablement et j'espère vraiment que DC Comics prendra l'initiative de faire un titre Dawn of Green Lantern avec les titres de Adams et de PKJ parce que c'est top. Ouais, d'ailleurs, en plus, dans les sollicitations de janvier qui sont sorties vendredi, on utilise une potentielle mini-série sur le fils de Sinestro. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir que DC, après un gros passage à vide sur l'univers Green Lantern, semble s'être rattrapé un petit peu en mettant sur les deux Green Lantern les plus connus des auteurs de qualité. Et qui ont des idées surtout. Parce que tu peux avoir les meilleurs auteurs du monde, mais s'ils n'ont pas d'idées sur quoi écrire, forcément, ça tourne mal. Et toi, Sofiane? Non, pareil, hein, j'adore PKJ, évidemment. Et vraiment, encore une fois, de la même manière que quand je l'avais entendu une interview avant qu'il prenne Action Comics, ce qu'il disait donnait envie, et il a délivré sur tout ce qu'il avait promis. Là, encore une fois, ce que je disais, il avait dit qu'effectivement, pour lui, c'était important, effectivement, le côté architecte de John Stewart. Et oui, le met en avant. Et oui, j'adorais toute la partie. Comment tu peux ne pas être du côté d'un super-héros qui doit défendre non seulement les civils dans un train, mais en plus sa mère. Oui. Donc quand il se transforme, t'es là en mode vas-y, pète-leur la gueule, évidemment. Et non, vraiment, ouais. Encore une fois, le seul, vraiment, si je dois donner un bémol, c'est effectivement sur les dessins, sur certains visages, même pas tous, mais certains, genre, ouais, vraiment, Jin Nakamura, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais le pauvre. Mais sinon, non, excellent numéro, avec une fin, un cliffhanger de fin, voilà, qui donne envie de vite lire la suite. Donc, non, encore une belle réussite de PKJ, vraiment, c'est une valeur sûre de chez DC, et ils ont intérêt à faire ce qu'il faut pour le garder, quoi. On va passer à une autre série, on va passer à un numéro 5, on va passer à City Boy, et justement, c'est toi, Sofiane, qui va nous en parler. Tout à fait. J'avais pas encore lu City Boy, pour le coup, je l'avais juste découvert dans Lazarus Planet, à l'époque. Donc du coup, j'ai lu les 5 issues d'un coup. J'avais pas trop lu, parce que j'avais vraiment soucié avec le côté où il me rappelait trop. Pour moi, en fait, c'était vraiment une redite de Jack de The Authority. Du coup, je me dis, bon, ok, pourquoi faire un deuxième perso avec exactement le même D'ailleurs, justement, à propos de Jack Oxmore, à la base, le personnage de City Boy est apparu dans le Wildstrom 30 Special où il y avait Jack Oxmore, justement. D'accord. Et donc, pour résumer un peu City Boy, l'histoire, en gros, c'est un gamin qui a le pouvoir de communiquer avec les villes, de voir plein de choses, de savoir où il y a des objets. Pour survivre, vu que c'est un gamin qui est à la rue très jeune, on va en parler, justement, il survit par sa communication avec la ville, il sait qu'à tel endroit, il y a une montre un peu sous terre, il sait qu'il va trouver un appareil photo à cet endroit, et ainsi de suite. Et c'est un gamin qui a été abandonné, enfin sa mère l'avait laissé à son grand-père, et il l'a vu partir en taxi, et il a jamais su ce qu'elle était devenue. On sait pas trop comment, d'ailleurs, lui s'est retrouvé à la rue, on sait pas ce qui s'est passé avec son grand-père, mais voilà, c'est un gamin qui a dû se débrouiller tout seul, et en gros, au cours des numéros, il va enfin vouloir un peu en savoir plus sur ce qui s'est passé avec sa mère. Il faut savoir que ses pouvoirs, il les a obtenus parce qu'il s'est retrouvé mêlé à une expérience menée par l'Intergang. Si, c'est par l'Intergang. Oui, c'est par l'Intergang. Oui, c'est ça. On sait qu'il y a Darkseid derrière, et qu'en fait, le plan de Darkseid, c'est que ce gamin
transforme, fasse que les villes s'étendent et recouvrir la terre en fait de béton de villes. Il a le pouvoir d'étendre les villes. Et dans ce numéro 5, il décide justement, ce gamin, de sortir des villes. Il lui arrivait pas mal de choses, il a rencontré Superman. Il s'avère qu'en fait, quand il est dans une ville, il crée une espèce d'avatar de la ville qui prend la forme d'une espèce de dragon composé d'objets comme ça de la ville. Et donc, il a fait ça à Metropolis et à Bloodhaven en suivant la piste justement de sa mère pour apprendre pourquoi elle était partie, pourquoi elle l'avait abandonnée. Et là, c'est super intéressant le numéro parce qu'il se retrouve dans la nature. Il est dans la forêt parce que voilà, il veut justement plus être dans une ville. Sauf que déjà, il va se rendre compte qu'en fait, son pouvoir marche sur toutes sortes de villes. Même et manque de bol, il s'est endormi sur une fourmilière qui, du coup, de la même manière, il y a un espèce d'avatar en forme de fourmi géante qui apparaît et qui commence à foutre le bordel. Et là intervient Swamp Thing. Ouais. Évidemment, l'opposé de City Boy, c'est Swamp Thing, l'avatar du vert. Et en fait, Swamp Thing va être assez sympa avec lui, va essayer de l'aider à comprendre ce qui s'est passé avec sa mère, parce que on le sait, Swamp Thing peut communiquer avec toutes les plantes. Ça me rappelle dans un Batman d'ailleurs où c'est super drôle, où en 2 secondes Swamp Thing trouve la piste d'un mec que cherche Batman en lui disant bah ouais c'est un brin d'herbe qui me l'a dit. Et en fait ça va faire référence à Final Crisis. Parce que, pour ceux qui ne sauraient pas, dans Final Crisis, il y a la destruction de Bloodhaven. Et en fait, il va apprendre que sa mère est morte dans cette destruction de Bloodhaven pendant Final Crisis, et il va même trouver sa tombe. C'était peut-être Infinite Crisis, peut-être. Où ils ont balancé Chemo sur Bloodhaven. Oui, c'est Infinite Crisis. Alors, c'est dit que c'est dans l'omnibus Final Crisis que tu trouves ça. Ah. Bon, après, c'est peut-être parce que c'est l'Aftermath qui est tout pourri. Ouais. En plus, je l'ai, l'omnibus Final Crisis. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai pris, l'omnibus. Après, combien de fois des villes sont faites détruites dans des crises, on est plus après. Hein, mais là, pour le coup, c'est une explosion nucléaire dans Final Crisis. Oui, c'est et donc, ça. il découvre que sa mère est morte à ce moment-là. Et donc, non, c'est pas nucléaire. Dans Infinite Crisis, c'est Chemo qu'on a balancé par-dessus bord. Oui, non, là, c'est une explosion nucléaire. Et du coup, voilà. Et donc là, il pète un peu les plombs. Et on voit qu'effectivement, son pouvoir commence à prendre le dessus et une ville commence à s'étendre. Et que ça rend très content le scientifique qui bosse pour Darkseid. Et franchement, ça a été une bonne surprise, en fait. Ça a été vraiment une bonne surprise, la lecture. Je trouve ça vraiment pas mal. L'intervention, il y a toute une discussion dans un des numéros précédents avec Superman, que j'ai trouvé super cool, où c'est vraiment le Superman que j'aime. Pareil avec Nightwing, où il y a aussi un numéro... Parce que du coup, voilà, vu qu'il passe de ville en ville, forcément, il va interagir avec le héros de cette ville à chaque fois. Et je trouve ça bien. Je trouve que Greg Pak, pour le coup, sur ce coup-là... ça m'intéresse vachement. J'ai envie de... Je me doute qu'il doit y avoir un twist par rapport à sa mère, j'espère. Donc, je suis curieux de voir où ça va. Enfin, franchement, c'est un numéro sur lequel je pariais pas grand-chose. Enfin, une série sur laquelle je pariais pas grand-chose. Et ça m'a vraiment surpris en bien. J'ai vraiment apprécié la lecture. Donc, ouais, non, je vais continuer à suivre et curieux de voir la suite, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Au début, quand j'ai commencé à lire, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et, tu vois, pareil, ouais. Ouais, non, mais du coup, j'avais déjà tout rattrapé pour un podcast précédent, on en avait déjà parlé. Et en fait, j'ai eu à peu près la même chose que toi. Au début, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et en fait, à chaque numéro, c'est cool, en fait. Donc, franchement, c'est... Et puis, celui-là avec Swamp Thing et tout le parallèle. Et au début, Swamp Thing, en fait, qui arrive un petit peu normalement, tu comprends que plus ou moins le Parlement... Le Parlement de la Sève l'a plus ou moins envoyé à la base pour le taper, parce que justement c'est une grosse menace. Et en fait, justement, Swamp Thing, comme il discute avec lui, et voit bien qu'en fait le gamin il contrôle pas et qu'il n'a pas d'intention mauvaise. Swamp Thing, du coup, comme c'est un peu l'interface où justement parler entre la nature et le monde des humains, justement il va communiquer et essayer de régler le problème d'une façon qui fonctionne, quoi. Et de pas créer du conflit. Je trouve ça cool qu'il évite régulièrement le trope du on se découvre, on va se battre. Oui. Non, les gens se parlent. Surtout que là, enfin, tout était mis en place pour que normalement il y ait une baston. Et non, les gens discutent, quoi. T'as quand même une baston parce qu'ils contrôlent pas tout à fait la fourmi, quoi. Mais ce voilà, qui est justifié, du coup. C'est ça. Et franchement, c'est... Et puis bon, c'est pas une menace pour Swamp Thing non plus, donc c'est vachement cool. Non, très très bon numéro. Et Nico aussi, je crois que tu l'as lu.
Oui, moi j'ai suivi la série depuis le début. En fait, j'avais bien aimé le perso quand il était apparu dans un des one-shots de Lazarus Planet, je crois. Ouais. Lui rencontre C'était les gens de Nightwing. quelque chose, ouais. Ouais. Donc, je avais décidé de suivre la série pour avoir un peu un héros différent, pour une fois qu'on a un peu de diversité. Et franchement, j'ai bien aimé cet épisode, un peu plus calme que les autres, vraiment centré sur l'émotion. Non, franchement, c'était bien. Pour le moment, City Boy ne m'a jamais déçu. Et C'est ça. cet épisode Mais en fait, était ça a l'air de encore passer un peu une sous bonne le radar, hein, surprise. je vois personne en Ouais. parler de cette série. Et franchement, je trouve qu'elle mérite, quoi. C'est vraiment une bonne série. Ouais, pour moi, c'est de toute l'initiative We Are Legends, pour moi, c'est ma préférée. Ouais. J'aime bien Spirit World, mais City Boy, c'est quand même au-dessus, quoi. Ah ouais, je trouve ça vraiment c'est prenant, c'est bien écrit. Le perso est attachant. C'est ouais, une belle réussite. Puis le pouvoir, c'est bon, c'est celui de Jack Osmore, mais c'est quand même un pouvoir qu'on n'a pas vu souvent et ça fait du bien aussi. Oui, c'est vrai. Non, franchement, voilà, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Malheureusement, c'est pas le genre de série qui pourrait se retrouver, qu'on voit mal arriver en France. Mais non, voilà, je doute fort qu'Urban décide de la sortir. voilà. Ouais, ce que je comprends en vrai. Hein, mais Oui, non, dommage. Oui, parce que même si c'est une mini-série, c'est un personnage un quasi inconnu du grand public, donc je doute fort Oui, que ça oui, marcherait pas. il vient, que ça marche. c'est un tout nouveau perso, tout ça. Enfin, voilà, c'est compliqué à mettre en place. Voilà. Mais je me prendrai le TPP. voilà, Contre, ça, c'est clair. si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus pour lire, je veux dire, voilà, et pensez vite fait retenez nos paroles, et puis voilà, si vous avez l'occasion. Ouais, donnez-lui sa chance. Ouais. Si vous voulez un peu de différent chez DC, franchement, ça mérite une lecture. En parlant de différents chez DC, on va pas se quitter sans parler de notre escapade mangaesque de la Ça serait semaine. dommage. On va parler du numéro 8 de Superman versus Meshi, et dans ce rôle, moi je suis désolé, mais je suis addict à entendre Sofiane en parler avec autant de joie en fait à chaque fois. Donc, Par contre, je veux la couverture à l'écran. Très bien, tu veux la Je veux cette magnifique, extraordinaire couverture à l'écran. Et donc, du coup, c'est à toi, Sofiane. Est-ce que c'est pas beau, ce Batman assis à califourchon sur Superman, en train de le nourrir d'un qui ressemble à un dango, je sais pas trop. Ouais, ça C'est peut être ouais. C'est l'amour. C'est Ah ça, oui. c'est beau ce qui se passe. Et donc, ce numéro, on commence à Smallville, avec Clark, du coup, qui a été comment on appelle ça, se recueillir sur la tombe de son père. C'est l'anniversaire, c'est le 7e anniversaire de la mort de Jonathan Kent. Et donc, Ma Kent est là. Elle est déçue que Clark parte aussi vite, qu'il ne fasse que passer. Mais faut dire que s'il a des priorités, c'est un super-héros, c'est Superman. Il peut pas rester là comme ça juste pour le plaisir. Non, sa priorité, c'est qu'il doit se rendre à la forteresse de solitude parce qu'en fait, il a pris à emporter. Et il a pris du Ghost Burger. Donc, évidemment, il fallait qu'il retourne à la forteresse. Et Superman s'amuse du coup à choisir ses burgers au hasard. Donc, on va en avoir plusieurs. On va avoir un Tempura Rice Burger. Si vous connaissez pas, en fait, les Rice Burgers, c'est qu'au lieu de mettre des tranches de pain, c'est des tranches de riz. Ce qui existe vraiment. Hein. Et il paraît que c'est pas mal en plus. Et bon, évidemment, c'est encore une usine à même avec les têtes de Superman. Sauf que on a Jor-El qui va apparaître, cet hologramme de Jor-El. Ça me fait marrer parce qu'en plus, ça rejoint tellement une critique que j'ai des fois en mode. Je suis un peu comme Oz là-dessus, on en avait parlé plusieurs fois, où j'aime pas cette idée de cet hologramme qui peut tout faire, qui peut parler de tout, qui peut machin. Je préfère quand il a juste un enregistrement en fait. Et là justement, ça joue sur ce Jor-El qui apparaît à n'importe quel moment quand il en a envie, alors que l'autre il a juste envie de manger tranquille. Qui en plus ne va pas lâcher. Tu sens qu'il veut que soit Kal-El. Il veut que, en même temps, il est content qu'il se place sur Terre. En même temps, il y a ce truc de Krypton qui est important pour lui. Et du coup, pendant tout le long, il va essayer de comparer le goût d'une bouffe que lui ne peut même pas goûter à un espèce de truc qui s'appelle, un plat kryptonien qui s'appelle le Dongom non pépé. Et tu vois un espèce de truc tout chelou avec on dirait des espèces de verres de sable
qui sort du dessus. Enfin, c'est hyper chelou. Et, ça me rappelle ce très bon plat de Krypton. Et oui, tu vois qu'il est jaloux. Enfin, puis tout le long, du coup, c'est Superman qui goûte ces différents burgers. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en même temps, il y a les dialogues de Superman qui sont juste « j'ai envie de bouffer tranquille » et qui parlent de ce qu'il bouffe. Mais en même temps, il y a aussi des cases, il y a aussi la narration off qui, elle, la narration off est vraiment sur le côté, sur un côté plus profond. T'as vraiment cette espèce de paradoxe entre ce qui se passe, qui est complètement débile, et la narration qui, elle, parle de sa situation d'enfant de monde et surtout aussi de l'importance de ses racines et donc de ses parents. Et du coup, ça va terminer sur un truc qui est super mignon en vrai, en mode profitez de vos parents, ils seront pas toujours là. Et dans un numéro aussi débile, moi le coup du plat kryptonien, ça m'a fait mourir de rire, mais en même temps, il y a cette double lecture où ils arrivent à y mettre un truc de super touchant. Sauf que Superman, en vrai, comment dire, il suit pas du tout ce qu'il dit dans la narration, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa bouffe. Hein. C'est ça, et c'est le reproche en fait que je ferais à l'épisode, c'est justement occupez-vous de vos parents. Oui, bah certes, ton hologramme de père, il peut pas venir manger, mais Kent, pourquoi tu l'emmènes pas manger quand t'as emmené tous les autres pour lui faire découvrir la bouffe? Oui. Et tu vois, moi j'ai ça depuis le début du chapitre qui tourne dans ma tête et ça fait que je l'ai un peu moins aimé du coup. C'est vrai que j'ai un peu mal pour Kent, j'avoue. Mais bon, il y avait ses burgers, tout ça, fallait que, enfin bon, voilà. Il y a tous des fois où on veut manger tranquille, ça peut arriver. Ouais, mais moi je veux un match retour où du coup il l'emmène là-bas quoi. C'est vrai, j'espère que ça arrivera pour le coup. Ah oui. J'ai adoré pareil quand Jor-El essaye de lui piquer de la bouffe alors que non, t'es un hologramme, ça ne marche pas. Il fait non, je savais que ça ne fonctionnerait pas. Ouais, mais il essaye, c'est bien. Au moins il tente. Mais en plus voilà, qui au début qui est jaloux machin, mais qui au final est content de voir que son fils vraiment s'intègre à cette planète sur laquelle il l'a envoyé. Donc il y a aussi un côté touchant de ce côté-là pour le coup. Ouais, je pense que c'est peut-être aussi une façon de montrer aussi parce que déjà, t'as le gap forcément des différentes générations, mais alors lui en plus, ils ont même pas grandi au même endroit, ils ont pas du tout eu la même éducation. C'est difficile de trouver des points d'accroche quoi, quand c'est aussi différent quoi. Mais ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas les mêmes. L'autre lui parle de trucs, donc c'est vrai que ça, c'est un peu le parallèle effectivement dans la vraie vie quand les parents parlent d'expériences qu'on n'a pas eu. Mais là, d'autant plus, oui, c'est des choses qu'ils peuvent même pas imaginer en fait. C'est ça, et les deux pour le coup, je veux dire, c'est ça c'était bien fait, mais t'aurais pu, en plus tu passes tout l'épisode à dire que t'as des burgers en trop, t'aurais pu enfiler un à ta mère. Oui, merde. Mais il est bien content de trouver son burger en trop sur la route du retour. Ouais, mais quand même. Mais, j'avoue. Non, c'est vrai que ça m'a tilté aussi, en mode, c'est quand même pas sympa pour Kent. Voilà, c'est... Mais ça reste aussi génial. Pour moi, ça reste toujours aussi génial. Ouais, c'est sympa. Mais alors, de mon côté, j'ai peut-être ruiné un peu plus l'ambiance. Vas-y. Mais je suis beaucoup moins convaincu, en fait. Je sais pas, l'épisode, je l'ai juste trouvé ok, en fait. J'ai pas trouvé mauvais, attention, hein, mais je l'ai juste trouvé ok. Enfin, c'est tout. C'est ni bon. Enfin, le problème, c'est qu'on a eu d'autres épisodes qui étaient beaucoup plus fun et drôle et limite un peu plus cohérent dans le délire pour moi. Juste le fait que Superman aille pas au Japon. Déjà je trouve qu'on perd en fait. Ça casse un peu le rythme justement. Ouais, mais je sais pas. J'ai pas là pour le coup, j'ai vraiment pas accroché. Surtout que ce chapitre sera techniquement le premier chapitre du tome 2 et j'ai vraiment moins apprécié ça. Après, dans les points positifs, c'est bien parce qu'on connaît un peu mieux pour ceux qui connaissent pas l'origine story de Superman. Mais vraiment, j'ai pas été le plus convaincu sur je suis pas sûr que comme première lecture de Superman, je conseillerais ça pour comprendre son origin story. Mais oui, je vois ce que tu veux dire effectivement. Mais ouais, vraiment, j'ai pas été plus charmé que ça, contrairement à d'habitude, sans pour autant passer un mauvais moment. Hein. Bah pour la peine, c'est toi qui résumeras les 2 prochains Gotham War.
Attends, il est peut-être pas tout seul. Nico, je sais que tu l'as lu aussi. Ah ouais, oui, je l'ai lu. Bah, j'ai trouvé ça sympa, mais un peu comme toi, SN, j'ai un peu de mal avec le fait qu'il abandonne sa mère pour aller manger tout seul Ouais. dans un coin alors qu'il a une tonne de burgers avec lui. Sinon, le passage avec... Oui, mais c'est Superman, justement. Tu vois, il pouvait partager avec sa mère et s'il avait encore faim, il pouvait retourner vite fait au Japon. Ah, voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé le passage avec l'hologramme. C'est quand même drôle quand il essaye de manger le burger. Je t'avoue que j'étais un peu dans le même cas que l'hologramme. J'ai eu envie d'un burger. Ouais. C'est ça. C'était sympa quand même. Ouais. Non, et puis même en plus, s'il y avait le début qui m'a fait un peu tilter. Par contre, je veux jamais goûter le non-pépé de Krypton. Là, ça a l'air trop chelou. Je sais pas. Faut voir les couleurs. Parce que tu sais, tu dis ça au début, le poulpe, non, ça peut pas être. Mais bien fait, ça peut être bon, tu vois. Ouais. Faut voir. Mais ouais, en plus, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que ça va chercher un peu vraiment dans différentes époques, parce que là, pour le coup, je suis désolé, mais Jor-El, c'est Superman 1 et 2 de Donner, quoi. Ah, mais complètement. C'est pour ça que ça m'a beaucoup fait rire, cette partie-là. Ah oui, donc clairement. C'est vraiment ce côté d'eux, il peut pas, tu sais, vraiment, où ils communiquent, ils discutent, machin. C'est... Moi, c'est mon fils, Kal-El. Moi, j'étais avec la voix de Marlon Brando dans ma tête, tu vois. Je leur ai envoyé mon seul fils. Tout, tu vois, voilà, j'étais là. Trop bien. Ah ouais, complètement. Mais ouais, ne serait-ce que la forme de la forteresse, on est vraiment dans cette version-là. Ouais. Et c'est assez intéressant de voir, en fait, qui vont prendre un peu partout. C'est rigolo. Mais ouais, voilà, ça... Je suis quand même déçu pour Ma, quand même. Ça me donne faim à chaque fois. Ça, oui, ça, c'est un vrai problème. Terrible. Ça, c'est un vrai problème. Ah ouais. Alors après, les onion rings, pas tant que ça. Non, ça, je suis pas fan. Voilà, mais c'est vrai que les petits burgers, là. Ouais. Puis t'as envie d'y goûter, parce que c'est des trucs, tu sais que tu vas pas y goûter. Ah, puis tu vois les efforts qu'ils font dans le dessin. Dès qu'il s'agit de bouffe, les mecs, ils sont à fond. Ah bah c'est fait pour. Ah oui, non, mais de toute façon, pour moi, cette série, elle sert à deux choses. Les mêmes et pour donner aux gens envie d'aller bouffer des vraies spécialités japonaises. Ah ouais, complètement. Non, et puis pour se marrer aussi. Un troisième truc à rajouter. Mais voilà, ouais, c'est les trois trucs, quoi. Moi, ça reste toujours le manga que je préfère. Bah déjà, peut-être parce que la bouffe, ça me parle beaucoup. Ah, mais c'est vraiment le petit bonbon à chaque fois, quoi. Ouais. Donc voilà. Je le garde pour la fin des lectures à chaque fois. C'est mon petit, voilà, je finis là-dessus. En parlant de bonbons, il va être temps de finir. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il parle de bonbons? C'est juste parce qu'on approche d'Halloween. Voilà, j'ai essayé un truc. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, ouais. Donc voilà, on espère que cet épisode vous plaira. Nous, on s'est beaucoup amusé à le faire. Ne vous en faites pas, tous ceux qui ont été menacés de devoir faire du Gotamoir ne vont pas forcément être faits. Il m'entendra peut-être un quand même, mais peut-être pas les deux non plus. On n'est pas des monstres. On en parlera la semaine prochaine, selon ce que tu nous donnes. Ah bah oui. Oui, parce que c'est moi qui choisis. Non, mais j'ai... Même pas en démocratie ici. Non, c'est ouf. J'essaye de faire... d'avoir une certaine équité. Donc voilà, c'est pas la même personne qui fait la Gotamoir à chaque fois. J'essaye de modifier. Le fardeau. Voilà. Et justement, Midnighter, c'est toi qui l'as fait, donc je pense pas que ce sera toi la prochaine. Mais prépare-toi quand même pour la fin. Non. Voilà. Et bien, sur ce, voilà, on vous fait du teasing pour la suite. Sur ce, on vous souhaite, tout simplement une bonne semaine. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous. Ciao. Ciao. Salut. Par contre, t'as pas changé la couverture. Ah, je suis désolé. J'étais tellement à fond sur il faut que je fasse le résumé. Je me concentre. C'est ça. Comme j'étais un peu tout seul à l'avoir lu, j'étais tellement concentré.